BNP Paribas présente la Net Agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour, bienvenue dans Paris Tech Insight. Notre espérance de vie ne cesse d'augmenter, sa qualité aussi, et ceux qu'il s'agit de remercier, ce sont bien sûr la médecine et les technologies médicales. Alors elles ont progressé extraordinairement, mais elles représentent toujours un investissement risqué, donc elles peinent parfois à réunir les fonds nécessaires à l'innovation. Quelle est la situation aujourd'hui? On va en parler après avoir regardé ces images. Industrie jeune, multiforme, constituée de quelques grands groupes et d'un nombre important de petites et moyennes entreprises, l'industrie des technologies médicales génère environ 210 milliards de dollars par an. Les produits qu'elle conçoit, fabrique et commercialise possèdent des cycles de vie généralement courts, et les retours sur investissement attendus sont rapides et sont très variés, allant des médicaments issus des biotechnologies aux prothèses et matériels médicaux high-tech. Mais malgré une forte innovation, la France a du mal à faire face à ses besoins de financement et aux propositions de rachat venues d'outre-Atlantique. Le secteur a-t-il vraiment un avenir en France ? Je me tourne vers vous. Wafas Khalif, vous êtes responsable de l'équipe de recherche biomécanique ostéo-articulaire et recherche clinique. Vous êtes également responsable de la spécialité biomécanique et modélisation du système ostéo-articulaire, je ne dis pas de bêtises. Alors, quelles ont été les grandes avancées de, mettons, ces 20 dernières années? Parce qu'en la matière, j'ai l'impression que ça a été assez fulgurant. Dans certains domaines, le formidable développement de l'imagerie médicale qui donne des moyens d'exploration de ce système qui sont fantastiques. Au laboratoire, il y a le système EOS en particulier, sur lequel on a beaucoup travaillé. Il y a également les avancées dans le domaine des implants orthopédiques, de plus en plus mini-invasifs. Et donc, en parallèle à l'innovation technologique, eh bien, il y a de grandes avancées dans la modélisation de ce système musculo-squelettique, construire des maquettes sur ordinateur qui vont nous permettre de planifier des chirurgies, qui vont nous permettre d'étudier des mécanismes lésionnels, qui vont nous permettre donc de mieux comprendre pour mieux innover au service du patient et de la société. Alors je me tourne vers vous, Thierry Chignon, puisque vous êtes directeur de participation chez Matignon Investissement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se placent les fonds d'investissement dans le domaine des technologies médicales ? Alors nous, on a une petite particularité, c'est qu'au niveau de Matignon Investissement et Gestion, on a créé un fonds dédié aux technologies médicales. Ce qui est à l'époque où il a été fait, donc en 2006, c'était l'un des plus gros fonds européens dédiés aux technologies médicales, puisqu'il y a de nombreux fonds qui existent au niveau européen, mais qui s'occupent des sciences de la vie. Et dans les sciences de la vie, dans leur grande majorité, ça peut être les technologies médicales, mais c'est souvent des produits pharmaceutiques ou des biotechnologies dont on a parlé dans le film. En général, le ratio d'investissement, c'est 1/3 dans les technologies médicales et 2/3 dans les biotechnologies ou les produits pharmaceutiques. Est-ce que je peux vous demander si vous l'avez en tête, le ratio d'échec et le pourcentage du retour sur investissement quand il y a retour sur investissement? Bon, il y a des chiffres qui sont donnés par la FIC, alors ça dépend des années, ça dépend des moyennes, mais des retours sur investissement peuvent aller de 10 à 40% sur les fonds globalement. Maintenant, sur les sociétés, c'est très différent. Donc ça dépend de l'époque, ça dépend de tout un... Alors comment on convainc les fonds d'investissement, comment on vous convainc d'investir sur tel ou tel projet, sachant qu'on ne connaît pas la finalité? Alors c'est relativement simple. Les cas d'échec les plus fréquents, on a rarement d'échecs sur la technologie. C'est l'avantage des technologies médicales, des dispositifs médicaux, puisqu'en général, quand on a des premières investigations sur l'animal, et si ça se passe bien sur l'animal, le plus souvent, ça se passera bien en clinique sur l'homme, le plus souvent. À la différence du pharmaceutique où il y a un vrai pas et beaucoup de risques entre le passage de l'animal à l'homme. Donc si je comprends bien, il faut associer à l'ingénieur-chercheur, à vous, à Fascali, un entrepreneur pour permettre un binôme efficient et pour avoir les budgets. Absolument. Là, je parlerai du triptyque clinicien, ingénieur, industriel. Dans la recherche dans ce domaine, c'est la clé. Et je crois que c'est encore un domaine où il y a quelques difficultés. Quand il y a une innovation en recherche, les circuits et l'accompagnement ne sont pas encore complètement fluides, comme ça peut être ailleurs, entre passer du laboratoire de recherche à l'entrepreneur et puis à l'industrialisation. Et concrètement, est-ce que vous arrivez à avoir les financements? Est-ce qu'il y a de l'argent en France pour la recherche, qu'elle soit fondamentale ou de technologie médicale? Oui. Alors, nous avons de l'argent pour la recherche parce que nous allons le rechercher et nous n'en avons pas suffisamment
pour pouvoir prendre du souffle. On parle très souvent en termes de recherche, mais dans d'autres domaines aussi, d'efficacité et d'efficience. Je crois que beaucoup de laboratoires de recherche en France sont très efficients, c'est-à-dire que le ratio entre l'argent qui est mis pour la recherche et ce qui est produit, il n'y a pas beaucoup d'argent et il y a beaucoup de production. Aujourd'hui, il commence à se développer du fundraising pour la recherche et je crois que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'un industriel, et c'est tout à fait normal, ne financera pas la recherche amont. Et parfois, il faut 10 ans de recherche pour arriver à la véritable innovation de rupture. Et donc, il faut bien que quelqu'un finance ce travail de fond qui va permettre de maturer et de sortir vraiment des choses fantastiques. Comment vous faites pour convaincre vos interlocuteurs de se lancer dans un financement un peu plus risqué que pour des entreprises classiques ? Écoutez, ce sont des gens d'abord qui disposent de finances. Ils vont réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans une société cotée en bourse ou dans une start-up qui démarre ou que je place mon argent sur d'autres outils financiers. Donc le meilleur moyen de les convaincre, c'est de leur montrer que notre projet a du sens, déontologiquement ça a du sens, et puis que les retours sur investissement sont intéressants. Si on a réussi à avoir cette combinaison des deux, on a un système gagnant. Est-ce que vous pouvez évoquer, je ne sais pas lequel de vous, d'innovations récentes qui ont marqué l'histoire de la médecine ? Par exemple, les stents coronaires, il y a eu un grand nombre. Dans les années 80, on avait des stents qu'on appelle aujourd'hui des stents nus, c'est-à-dire juste un réseau métallique. Ensuite, ils ont été enduits avec des molécules pour améliorer des molécules pharmaceutiques. Donc, c'était la combinaison de dispositifs médicaux et de médicaments pour améliorer donc la réaction du corps humain. Et aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de ces mêmes stents qui seraient faits en polymère biodégradable, c'est-à-dire qu'on permet de la cicatrisation de l'artère pendant un certain temps, puis la disparition du stent, ce qui est idéal, parce que le corps, par définition, n'aime pas garder des produits étrangers. Bon, ça, c'est dans le domaine de la cardio, mais on peut prendre tous les domaines. Vous avez parlé d'imagerie, il y a des progrès colossaux en termes d'imagerie, en termes de 3 dimensions. Oui, je parlerai dans le domaine de l'imagerie du système EOS, qui, à partir de 2 radiographies prises simultanément et à très très basse dose d'irradiation, de la tête aux pieds, permet de reconstruire en 3D le squelette, puis de l'observer sous toutes les coutures. Pour la clinique, elle est extrêmement utile parce qu'on peut observer avec des moyens très simples des choses qu'on ne pouvait pas voir auparavant. Et pour nous, pour la recherche, ça lève un verrou majeur. Si on veut comprendre comment fonctionne ce système, eh bien, il faut qu'on ait les géométries normales, pathologiques, et qu'on puisse modéliser ces systèmes au cas par cas. Merci Wafas Kali, merci Thierry Chignon, peut-être une prochaine fois. Je remercie HEC Santé qui nous a accompagnés pour cette émission. Je remercie bien sûr les Arts et Métiers ParisTech qui nous ont permis de la réaliser dans leurs locaux. À la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.